Qu'est-ce que les zèbres? Alors, déjà, quand on parle de zèbres, on parle de haut potentiel, on parle de surdoué, on parle du terme anglais, anglophone, gifted. On parle de ce qu'on appelait avant aussi la précocité intellectuelle. C'est-à-dire que tous ces termes sont totalement les mêmes, enfin désignent tous la même chose, c'est-à-dire des profils de fonctionnement à la fois cognitifs et sur le plan de la dynamique de personnalité. Alors pourquoi les zèbres? C'est que en fait quand j'ai écrit mon premier livre sur l'enfant qu'on appelait encore surdoué, hein, eh bien je collaborais avec une école qui accueillait ces enfants précoces, puisque dans l'éducation nationale, on parlait de EIP, de élèves intellectuellement précoces, et dans toutes les réunions, j'entendais donc les profs, les responsables pédagogiques dire oui alors les EIP par-ci, les EIP par-là, qu'est-ce qu'on va faire avec les EIP, Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'aurais dit, bon ben, appelons-les des zèbres, ça sera quand même beaucoup plus sympa que ces EIP, ça les déshumanise d'une certaine façon, et je me sentais pas confortable avec ces EIP dans tous les sens. Et puis, ce qui m'a vraiment intéressée aussi, c'est que, en fait, un zèbre, l'animal cette fois-ci, il a un pelage noir et blanc ou blanc et noir, comme on le sait, et ce qu'on sait moins, c'est que le pelage du zèbre, les rayures du zèbre sont toujours uniques. C'est comme les empreintes digitales des doigts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pelage qui puisse être identique. Et ça m'intéresse beaucoup sur un plan psychologique, parce qu'il n'y a pas de personnalités qui peuvent se ressembler et qui sont identiques. Chaque enfant, chaque adulte est unique dans ses singularités, même si, bien sûr, comme en psychologie, d'une façon générale, on peut dresser des portraits de types de fonctionnement selon les personnalités, les tempéraments, même les pathologies ou les caractéristiques d'un individu ou d'un autre. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Et puis le zèbre, quand il court vite, ça fait un effet stromboscopique, on ne le voit pas passer. Et puis le zèbre, et on verra pourquoi c'est important, il ne peut vivre qu'en tribu, c'est-à-dire avec les autres, et il a besoin du groupe pour pouvoir se sentir OK avec son mode de vie. Donc vraiment, il y avait beaucoup. Et puis le zèbre, bien évidemment, c'est un animal atypique. On dit aussi les drôles de zèbres. Donc c'est un animal qu'on repère très vite dans la savane. Donc voilà pourquoi le zèbre et pourquoi ce zèbre a émergé. Donc dans mon premier bouquin, comme je le disais, je l'ai dit mais comme une anecdote dans un petit paragraphe. Et pour une raison qui m'a totalement échappé, cette terminologie a été récupérée par le grand public, par les blogueurs, par tout ce monde merveilleux ou épouvantable des réseaux sociaux, et par des psys, par le grand public. Et en fait, moi, je n'ai finalement, après, jamais parlé de zèbre. Et quand je fais des conférences, quand je parle de ces profils atypiques, jamais j'ai employé ce terme-là. C'était un terme un peu qui était secret. Enfin, c'est pas secret, mais puisque j'en ai parlé dans mon livre, mais en 4 lignes. Donc c'est marrant quand comme ça des phénomènes vous échappent totalement. Donc qu'est-ce qu'un zèbre? Pour répondre à la question, eh bien c'est effectivement une personne, un enfant, un adulte, qui premièrement, parce que ça c'est le premier critère qui est validé scientifiquement et qui est en plus admis par la communauté internationale, ce sont des profils de personnalité qui obtiennent des scores de ce fameux QI, c'est-à-dire l'expression de l'intelligence qui peut s'évaluer avec des tests psychométriques, qui obtiennent des scores qui sont égaux ou supérieurs à 130 sur une échelle d'intelligence. Alors précision, on ne mesure pas l'intelligence. Ce qu'on évalue dans ces tests, c'est la production de l'intelligence. C'est-à-dire, face à une épreuve donnée, à une tâche, à un exercice, eh bien, comment l'intelligence de chacun va mobiliser des ressources, des compétences, des savoirs, des savoir-faire pour résoudre au sens large le problème posé. Et c'est ça qu'on évalue, c'est la production de l'intelligence qu'on va finalement comparer à ce qui est habituel dans la population. C'est-à-dire quand vous avez 20 ans, quand vous avez 15 ans, quand vous avez 85 ans, en général, comment fonctionne la personne dans ce type de situation.
C'est ça, ce qu'on fait avec les tests dits d'intelligence, et c'est ça qu'évalue ce fameux QI, qui en fait, qui n'est pas un score absolu, mais un score relatif, qui permet de comparer la production de l'intelligence de quelqu'un par rapport à la population générale, en sachant que justement, quand on fait partie de la norme statistique, on a un QI qui est compris entre 90 et 110. Et donc plus on s'éloigne d'un côté, plus on a des capacités intellectuelles élevées, donc vers la droite de la courbe, et plus on descend vers la gauche de la courbe, et bien plus on a des compétences intellectuelles qui sont plus faibles. C'est ça le principe du QI. Donc voilà, donc déjà il y a ce QI, enfin cette intelligence, cette puissance de l'intelligence, cette puissance de la pensée, qui est le critère de base pour pouvoir dresser un profil de zèbre. Puisque là, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais employer ce terme. Donc, il y a ça. Et puis, ce qu'on observe cliniquement et que certaines recherches ont pu établir scientifiquement, c'est que quand on a cette intelligence-là, cette forme d'intelligence-là, eh bien, ça va aussi presque naturellement vers une façon de mobiliser ses émotions et de vibrer avec le monde qui est très différente, parce que plus on a une intelligence large, plus on a une intelligence puissante, plus on a une intelligence qui peut capter à 360 degrés ce qui se passe, ce qui se produit dans l'environnement, eh bien, de façon évidente, plus on a le cœur grand ouvert et plus on capte avec nos 5 sens, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, hein, c'est-à-dire la capacité développée de l'ensemble des 5 sens. On entend ce que les autres n'entendent pas, on voit ce que les autres ne voient pas, on ressent avec l'odorat ce que les autres ne ressentent pas. Et donc plus on décode et on capte des informations un peu comme si on avait 1000 antennes sur le monde, puisque c'est comme ça l'intelligence aussi, hein, c'est un va-et-vient entre ce qu'on repère et les informations que l'on prend dans l'environnement, ou à l'intérieur de soi, ou dans sa mémoire, et qui viennent se rassembler dans notre système nerveux central, hein, dans le SNC, et qui vont être traités par cette partie antérieure de notre intelligence, qui est le cortex préfrontal, qui sont toutes les fonctions dites exécutives de notre cerveau, un peu comme un chef d'orchestre, qui va, selon les moments, selon les tempos, selon les nécessités du morceau, plutôt faire jouer les cuivres, plutôt faire jouer les instruments à cordes, etc., avec des intensités variables. C'est le rôle des fonctions exécutives, donc qui est vraiment... On peut vraiment on peut superposer les images, qui est le chef d'orchestre de notre cerveau et qui va rassembler ce qu'il a besoin de rassembler, évidemment dans un laps de temps qu'on ne peut pas imaginer avec notre cerveau conscient, donc dans des laps de temps extrêmement courts, qui va rassembler toutes les informations nécessaires pour qu'on s'adapte et qu'on s'ajuste au monde, puisque c'est aussi une fonction de l'intelligence, ce sont nos capacités d'adaptation et la flexibilité avec laquelle on s'adapte au monde. Donc, il y a cette symphonie entre l'intelligence très, très large, très ouverte, très rapide, et ça a été aussi bien montré scientifiquement, c'est-à-dire que quand on a ce fonctionnement de zèbre, eh bien, les informations captées arrivent 2 fois plus vite au système nerveux central et les informations à l'intérieur des zones du cerveau circulent 2 fois plus vite, avec ce qu'on a pu voir en IRM, c'est-à-dire en image par résonance magnétique. On a pu voir également qu'il y avait des connexions qui étaient très denses entre l'avant du cerveau toujours et les lobes pariétaux à l'arrière du cerveau, qui sont un peu les plaques tournantes qui vont réenvoyer les informations à l'ensemble du cerveau et de notre système nerveux général d'ailleurs, et donc cette voie pariéto-frontale, comme il est dit un peu plus scientifiquement dans mon métier, et il a été montré que c'était très dense, très riche, et que les informations passaient à la fois plus rapidement et qu'il y avait beaucoup plus d'informations qui passaient entre
les aires cérébrales, et y compris entre la partie droite, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, avec le corps calleux, qui est cette toute petite zone qui permet de faire circuler les informations entre les deux hémisphères cérébraux. Là aussi, le corps calleux chez les zèbres a des particularités, et donc tout circule plus vite, à la fois dans la tête et entre le moment donc de repérage des informations dans l'environnement et le moment où c'est traité. Et donc forcément, une espèce de rapidité dans le traitement des informations qui fait qu'on remarque, on observe chez les zèbres que bien, il y a cette notion de précognition, c'est-à-dire que quelquefois ils ont compris les choses quelques millisecondes ou quelques secondes avant les autres. Donc l'intuition qui est cette capacité à avoir ressenti au sens large de l'intelligence et des émotions un certain nombre d'informations, et donc d'être parfois en décalage temporel avec les autres, et qui peut créer une étrangeté. Et puis donc le fait de vibrer d'une certaine façon au moindre murmure du monde, avec un peu comme une caisse de résonance, comme je le disais, donc avec toute cette intensité, sensitive, émotionnelle, cognitive, intellectuelle, donc toute cette alchimie subtile entre notre cerveau dit logique, analytique, et tout notre cerveau dit plus émotionnel, plus affectif d'une certaine façon, plus sensible. Eh bien, ça crée une façon d'être au monde chez le zèbre qui est très particulière, c'est-à-dire c'est une façon d'être au monde où la personnalité, qu'une fois encore qu'on ait 5 ans ou 85 ans, eh bien, capte des choses, comprend des choses, analyse des choses, donc ça donne beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité dans la façon d'être au monde et dans la façon de comprendre, donc beaucoup de rapidité, donc des enfants, des adultes qui peuvent avoir énormément de facilité pour comprendre, analyser, produire, ou d'autres qui vont se prendre les pieds dans le tapis parce que tout va trop vite, qu'ils ne savent plus où ils en sont, qu'ils ont du mal à se concentrer, qu'ils ont une pensée qui part comme ça en arborescence dans tous les sens parce que une question amène une autre question qui elle-même non pas amène une réponse mais une nouvelle interrogation, des doutes, et donc un nouveau questionnement, et donc une nouvelle élaboration qui repart dans un sens, qui amène à un nouvel endroit de la réflexion qui va se redéployer, etc. Des adultes, des enfants qui peuvent dire « mais moi j'en peux plus, mais donnez-moi par pitié le bouton stop pour arrêter cette pensée toujours en marche, j'arrive pas à m'endormir, j'arrive pas à être vraiment à fond dans les trucs, j'arrive pas à mobiliser mon attention, aidez-moi par pitié, aidez-moi, débranchez-moi ». Je me souviens avoir vu une jeune ado de 14 ans hautement surdouée qui arrive un matin dans mon bureau en me disant « je sais que c'est complètement idiot, mais hier soir j'en avais tellement marre de penser que je me suis tapé la tête contre le mur de la salle de bain en me disant « mais stop, que ça s'arrête ». Et elle avait bien conscience, puisque évidemment, avec son intelligence qui va très vite et qui analyse tout, elle avait bien conscience que c'était complètement ridicule, mais elle n'en pouvait vraiment plus. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de patients qui n'en pouvaient plus de cette pensée, même si c'est énormément de ressources, énormément de force, énormément de possibilités, et que c'est vraiment quelque chose, enfin une espèce de foisonnement de la personnalité, parce qu'on le voit d'ailleurs, les parents, les parents avec des bébés, donc même les mamans, enfin les jeunes parents à la maternité, le racontent, les pédiatres le confirment, que ces bébés-là, tout de suite, ils ont un regard scrutateur sur les parents, sur les mamans qui le rapportent et qui disent presque j'étais dérangée par ce regard que posait le bébé sur moi, comme si le bébé dit c'est quoi le pitch, c'est quoi, qui tu es toi, est-ce que vraiment tu vas être capable de m'élever, de m'accompagner, enfin c'est comme ça que les mamans le racontent, ou qui racontent que ces bébés avec leur regard comme ça incroyable sur le monde, leur regard perçant, on a l'impression qu'ils regardent le monde en disant bon ok c'est quoi cette histoire, qui je suis supposée être, qu'est-ce que je suis supposée faire, et donc ce regard on le retrouve beaucoup chez les adultes. Il y a quelque chose dans la façon de regarder le monde au sens à la fois physiologique et symbolique du regard
qui est particulièrement intéressant. Et puis il y a ce regard intérieur aussi, ce regard sur soi. Parce que quand on se pose des questions sur le monde, quand on repère les failles et les limites de ce qui se passe dans le monde, eh bien la première personne qu'on remet en doute, c'est soi. Quand on a cette forme d'intelligence, on n'a pas, comme certains le croient, un ego gonflé, se dire waouh, moi je suis surdoué, tu comprends, je suis à haut potentiel, donc qui es-tu toi, je suis forcément supérieur à toi. Non, quand on a ce regard acéré sur le monde, cette intelligence d'une grande force, eh bien c'est d'abord sur soi qu'on se pose des questions. Et c'est de soi qu'on doute en premier lieu. Et donc, si vous rencontrez un jour dans votre vie un zèbre avec un ego gonflé, ce qui est formidable, c'est que vous savez tout de suite que cette personne ne va pas bien, parce qu'elle a besoin de faire comme la grenouille de la fable de La Fontaine, elle a besoin de se gonfler pour se donner une importance, parce qu'au fond de soi, elle se sent une petite chose, comme le hérisson qui n'a pas ses épines, une petite chose toute vulnérable, toute fragile, et qui a tellement peur. Donc voilà pour un portrait un peu rapide du zèbre. Voilà ce qu'est le zèbre, voilà pourquoi le zèbre, et aujourd'hui le terme consacré c'est haut potentiel, voire HPI pour haut potentiel intellectuel.